Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Faure Gnassingbé demande l'annulation de la dette héritée. Le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, a pris part aux travaux du sommet de la diaspora 2025, sommet de la diaspora organisé par le Ghana et le chef de l'État, le président du Conseil togolais était justement vendredi à ce sommet au cours duquel il a pris la parole dans son discours pour revenir sur certaines situations qui feront l'objet de ce numéro. De regard croisé essentiellement sa demande d'annulation de la dette. Pour lui, quand on parle de diaspora, il faut considérer cette entité comme étant une entité à part entière qui contribue au développement de nos pays. Mais diaspora, c'est aussi l'histoire de cette diaspora africaine qui s'est retrouvée sur les autres continents, essentiellement en Amérique, à travers la traite négrière ou l'esclavage, qui a fait que l'Afrique a été privée d'une partie de ses ressources humaines bien sûr, essentiellement, et que cela a un impact profond sur le continent et son développement, sa souveraineté. Et le président du Conseil a demandé à ce que l'Afrique, l'Union africaine, la CEDEAO, œuvrent et tiennent le même discours dans ce sens pour réclamer réparation, non seulement symbolique, pas de simples déclarations, mais de vraies réparations qui pourraient passer justement par ce que nous allons aborder essentiellement lors de ce numéro, l'annulation de la dette héritée, mais aussi l'implication réelle de l'Afrique dans le processus de développement des institutions financières mondiales, mais aussi une réorganisation de l'Afrique elle-même à reprendre en main son histoire et le narratif justement sur son histoire pour redonner confiance aux Africains. Nous en parlons avec nos invités. Plusieurs aspects ont été abordés, mais nous allons nous attarder essentiellement sur la question de l'annulation de la dette qui serait pour lui l'une des meilleures manières pour reconnaître ce tort causé à l'Afrique. Vous savez, pour le quatrième sujet, généralement, la parole est à qui veut la prendre en premier. Mais puisque vous êtes deux, je voudrais bien commencer par vous, Gabin Adjaro, pour ce quatrième sujet. Oui, la question de la dette, ça revient à chaque moment. Et par rapport à la question liée à la diaspora, comme quoi, bon, il y a certains Africains surtout qui sont retrouvés sur ces continents-là, non pas par leur volonté, mais par le biais de l'esclavage. C'est une vérité. Et à chaque moment, on demande des réparations et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va falloir tourner un tant soit peu la page et puis faire face à nos réalités. Ce sont des questions beaucoup plus à discuter en sourdine et puis essayer quand même de juguler cela que à chaque moment d'en faire toute une histoire autour et de réclamer compensation alors que aujourd'hui depuis plus de 60 ans nous avons quand même une ressource humaine assez conséquente. Aujourd'hui on ne peut pas me dire que bon l'Afrique n'a pas véritablement de ressources humaines, des gens capables, des génies capables de faire développer ce continent là. La question de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire avec quand vous prenez la plupart des pays africains aujourd'hui, les jeunes leur envie c'est d'aller se chercher ailleurs. Vous voyez tous ces jeunes là qui meurent dans la mer, même des femmes, des enfants et tout ça qui meurent dans la mer parce que à un moment donné, ils ne trouvent pas gain de cause chez eux et après formation et tout, ils n'arrivent pas à faire, ils ne trouvent pas à faire et tout. Et on sait très bien aussi que bon, la plupart du temps même, il y a de ces gens-là qui sont envoyés à l'extérieur pour aller se faire former et revenir au pays pour servir. Mais après, comme il n'y a pas des mécanismes ici au pays pour pouvoir les recueillir, ces personnes-là restent de l'autre côté, c'est-à-dire en Occident pour travailler pour ces pays-là. Beaucoup de gens qui travaillent peut-être au niveau de la NASA, dans des structures assez huppées de l'autre côté de l'Europe ou bien même des États-Unis, ce sont des gens issus de l'Afrique, ce sont de grands mathématiciens, de grands physiciens, chimistes et autres là, qui sont d'origine africaine. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas, premièrement, à exploiter et à bien exploiter déjà ceux qui sont ici. Et là, on est en train de se cacher derrière tout cela pour dire que non, bon voilà, on est en train de réclamer compensation par rapport aux préjudices subis par le biais de la colonisation, de l'esclavage et tout ça. Il va falloir chercher les problèmes ailleurs. Je veux justement comprendre une chose. Est-ce parce que on a de la ressource humaine qu'on ne peut pas réparer, on ne peut pas réclamer réparation pour le tort qu'on avait fait? Puisqu'il fait le lien justement avec la question de la dette, on peut faire le parallèle en disant que, par exemple, les pays occidentaux qui sont, disons, nos créanciers, ou bien à qui nous devons de l'argent, ont de l'argent.
ils ont de l'argent, mais cela ne les empêche pas quand même de venir recouvrer leurs ressources chez nous. Est-ce que cela empêche quand même l'Afrique de réclamer des réparations quand on sait que ce qui a été fait a été mauvais à l'Afrique? Ce qui a été fait était mauvais pour l'Afrique. Et beaucoup de ces pays-là ont présenté leurs excuses à maintes une Est-ce qu'il faut fois. se réserver juste à les excuses? Non, mais on ne peut pas faire un sommet à cause de ça. Non, on ne peut pas aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi moi je dis ça devient. Excusez-moi, hein, mais c'est. La diaspora africaine du ce sont des réclamations. Et le discours tenu par le président du Conseil est allé dans ce sens. Ce n'est pas un sommet sur cela, bien sûr. Oui, mais pour moi, là, ce genre de réclamation, à un moment donné, ça n'a plus sa place d'être. Sincèrement, ça n'a plus sa place parce que j'aurais voulu que la déclaration soit beaucoup plus dans une certaine mesure de comment faire pour essayer de faire revenir ceux-là qui sont encore là-bas pour essayer d'apporter leur expertise à la construction de l'Afrique. Je pense mieux à faire cela que de dire aujourd'hui que non, on veut une compensation. Aujourd'hui, beaucoup de pays en Afrique, on peut leur donner toute la richesse du monde, ils ne feront rien avec. Ils vont juste dilapider cela. Est-ce pour autant que s'ils le méritent, on ne devrait pas le leur donner? Ben, s'ils le méritent, on le leur donne. Donc vous pensez qu'ils ne le méritent pas? Oui, pas? ben, moi je dis toujours, ben, nous sommes tous africains, nous voulons tous une compensation, nous voulons de la réparation et tout ça. Ben, c'est normal, mais il ne faut pas en faire tout un plat. Parce que moi je dis toujours, ces gens-là dont tu viens de parler, qu'ils sont riches, c'est vrai, ils sont riches, mais ils ont fait comment pour en arriver là? Quand nous prenons les États-Unis, c'est un pays cosmopolite, ils sont venus de nulle part, c'est un pays qui a aussi été colonisé. Mais aujourd'hui, c'est la première puissance du monde. Quand nous prenons la Chine, mais pas avec la même réalité que l'Afrique. Pas avec la... Mais quand même, les États-Unis, je sais, ils ont profité de l'esclavage. Mais c'est parce qu'ils ont travaillé à avoir les moyens qu'ils ont pu acheter ces gens-là pour venir travailler chez eux. Vous voyez? C'est votre lecture. Bien sûr. Puisque les Esaïe ne va pas me démentir, puisque les esclaves... Oui, puisque les esclaves... Je ne suis pas en train de cautionner l'esclavage, mais je me dis que nous devons arrêter à chaque moment de nous victimiser. La plupart de ceux-là qui ont subi ce genre de... la traite négrière, la plupart sont morts. Et même leurs enfants, leurs petits-enfants et tout ça, ils ne réclament plus rien aujourd'hui. Parce qu'ils se sont mis dans la tête qu'il faut travailler à faire oublier cela, il faut travailler à s'imposer. Quand nous prenons la Chine a été colonisée par l'Angleterre. Ils ont subi beaucoup de choses. La Chine n'a pas subi le même sort que la Chine n'a pas subi le même sort, mais... On ne parle pas là de colonisation. Oui, mais on parle d'esclavage, on ne parle pas de colonisation. Je parle de tout ça, de tous ces fléaux. Mais c'est pas la même chose, vous êtes d'accord avec moi? Mais il faut donner de bons exemples. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut dire que tous ces pays-là qui ont eu à un moment donné à subir des exactions sur leur population, je ne sais pas comment l'appeler, mais ils se sont relevés et se sont dit qu'il faut travailler. La meilleure ressource d'un pays, c'est l'humain. En Afrique, on a l'humain, mais on n'arrive pas véritablement à exploiter l'humain. Bien sûr. Nous prenons le Togo. Ben, il y a plus de médecins togolais dans la sous-région parisienne, dans la région parisienne qu'au Togo même. Il y a des gens qui partent se faire former. C'est des choses qui restent à vérifier, gamin. Allez vérifier. Allez-y vérifier. Vous êtes journaliste, allez-y vérifier. Des gens, à un moment donné, je me rappelle de l'époque du ministre Iou, qui avait déjà sorti une note comme quoi ceux-là qui partent avec les bourses de l'État, ils doivent revenir et tout. Il y a eu obligation qui leur a été faite et tout. Ça veut dire que les gens, ils partent, ils se font former sous le dos du contribuable togolais et puis par après, ils ne reviennent pas au pays. Ils partent servir ailleurs. Mais comment faudrait-il faire pour faire revenir ces pays-là, ces gens-là? Maintenant, par rapport à la question de la dette. Oui, moi, parlant de tout ça, je me dis, on pleure trop. Il faut laisser ça. Travaillons pour faire en sorte que les gens aient à l'idée que quand je finis ma formation, je peux être exploité à bon escient, je peux mettre mon génie pour la construction de l'édifice national. Et parlant de la dette même, on veut annuler la dette. Les États-Unis, c'est le premier pays le plus endetté au monde. Mais ils travaillent. Quand nous prenons le Togo a achevé son initiative PPTE en 2010, sous Humbo, si je ne me trompe pas. Mais à ce jour, le Togo est encore endetté à plus de 4 000 milliards de dollars. Plus de 69% de notre PIB. Avec une dette intérieure assez colossale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pour l'État et ils n'ont pas encore été payés.
Vous voyez un peu? Donc, la question là, ce n'est pas une question de comment faire pour se faire réparer les dommages que la traite négrière nous a causés. Non, la question n'est pas cela. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons de la dette contractée? Quand on fait des emprunts là, qu'est-ce que nous faisons avec? Nous faisons des emprunts et puis on laisse les gens, on ne fait pas de bons projets. Je prends juste le projet PND. On contracte des prêts et tout, c'est juste au niveau de PND tout. C'est-à-dire, au lieu d'aller direct à la réalisation de ces projets-là, parce qu'on a déjà des gens qui ont été formés, quand nous prenons le PNIASA, on avait déjà des agriculteurs, des agronomes, des paysans, des terres. Donc, on n'a plus besoin réellement d'aller à des ateliers de formation. On va juste choisir des gens et puis financer ces projets-là et suivre pour que ces projets-là apportent fruit. Mais on prend de l'argent. C'est parce qu'on est agriculteur qu'on n'a plus besoin de formation. Mais on a des agriculteurs, on a des agronomes. Les agriculteurs, les paysans se font juste accompagner par des agronomes. Des agronomes qui ont besoin d'être formés, d'être mis à niveau. Est-ce que c'est 2 jours d'atelier de formation, ça forme quelqu'un? Bon, moi, mon grand-père a toujours été... mon grand-père a toujours été agriculteur. De toute sa vie jusqu'à sa mort, il a été agriculteur. Il n'a pas eu besoin de formation. Il n'a pas eu besoin de formation. Merci beaucoup. Donc, un moment... Non, donnez-moi une minute. Oui, rapidement. Je dis, on prend des emprunts et puis on investit dans l'achat des 4x4. On fait des ateliers de formation et au finish, on n'a plus d'argent pour investir véritablement dans des projets. Nous, Africains, là, les dettes, et en plus, on ne rend même pas compte aux populations. Aujourd'hui, les populations ne peuvent pas savoir combien ont été empruntés auprès de ces institutions de Bretton Woods là, comment ces fonds ont été gérés jusqu'à ce que nous sommes là aujourd'hui. Les fonds de, comment on dit, péage, les ressources internes et tout, on ne sait pas comment ces fonds-là sont gérés jusqu'à maintenant. C'est vrai, on demande à ce que les dettes soient annulées et tout, mais ces dettes-là peuvent être annulées aujourd'hui et puis au bout d'un an, on va contracter le double de ces dettes-là. Donc à un moment donné, il faut regarder les réalités en face. Et le président du Conseil a eu à le dire lors du sommet sur la dette ici, que l'orientation de la dette, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'investir dans ce domaine-là à l'instant T, mais on vous oblige à investir dans ce domaine. Alors pourquoi acceptez-vous prendre cet argent-là alors que vous n'avez pas besoin véritablement d'investir dans ce domaine? Voilà la réalité que nous sommes en train de subir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont ici en Afrique et puis essayons de trouver les bonnes solutions. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Je voudrais avoir votre point de vue sur la question. Esaïe Edo, le président du Conseil estime que l'Afrique a subi du tort parlant de sa diaspora, parce qu'il y a une partie de la diaspora de l'Afrique qui a été contrainte, en tout cas d'une certaine manière, à quitter l'Afrique, et que pour cela, pour un travail de mémoire, il ne suffit pas juste de faire des simples déclarations, mais il faut passer aux actions. Parmi ces actions qu'il préconise, l'annulation de la dette héritée, justement, après l'indépendance de nos pays. Non, moi, je comprends la logique du président du Conseil quand il demande l'annulation de la dette, parce que pour beaucoup de pays, la dette héritée pose un problème sur le plan économique. C'est-à-dire quoi? Les pays sont contraints de payer régulièrement ces dettes-là. Et non seulement ils sont obligés de payer ces dettes, ils sont obligés de se plier aux recommandations ou encore aux impositions des institutions internationales sur le plan financier. Quand nous prenons le FMI par exemple, le FMI, parce que vous êtes endetté, le FMI a en droit de venir vous faire des recommandations, vous imposer un certain nombre de choses. Quand nous prenons l'exemple du Togo, il n'y a pas longtemps, le FMI a demandé la suspension des subventions sur les produits pétroliers, ce qui voudra dire que parce que vous êtes endetté, vous êtes soumis aux injonctions de ces organisations. C'est pour vous amener à économiser de l'argent et leur payer après, parce qu'ils ont besoin de recouvrer leurs fonds. Justement, c'est pour cela que je dis que dans cette logique, je comprends la demande du président du Conseil. Au même moment, il faut se poser cette question, et c'est la question que beaucoup de personnes se posent d'ailleurs. Qu'est-ce que
la dette à l'époque quand elle a été contractée, elle avait servi à quoi? C'est la grande. La dette héritée, c'était avant nos indépendances. C'était avant nos indépendances. Je pense que cette question revenait justement aux colons d'y répondre normalement. Bien évidemment. Mais si je me réfère un peu au discours que Nicolas Sarkozy avait tenu, je crois, en 2007 à Dakar, à l'université tchèque Anta Diop, un discours qui était adressé aux Africains. Sarkozy avait reconnu effectivement que l'esclavage, tout ce qui s'est passé avant l'indépendance, a un impact sur le continent africain. Au même moment, il faudrait que les Africains reconnaissent que les colonisateurs ont contribué d'une manière ou d'une autre à engager les pays sur les rails de développement. Ça peut être... Est-ce que la perte et le profit s'annulent, selon vous? Le profit apporté par les colonisateurs et la perte provoquée par l'esclavage, est-ce qu'ils s'annulent, selon vous? Je ne pense pas que la question est là. Mais puisque vous évoquez, puisque vous évoquez cela, si les deux ne s'annulent pas, il y a raison qu'on s'attarde sur ce qui a beaucoup plus eu d'impact que de parler de ce qui a eu moins d'impact. Mais si vous évoquez les deux en comparaison, c'est que vous estimez que les deux s'annulent. Non, pourquoi je dis que la comparaison n'est pas à se faire? Parce que c'est les colonisateurs qui disent que eux, ils ont dépensé. Ils ont dépensé. Et qu'ils ont investi. Ils ont investi. Mais si vous reprenez cela, je suppose que vous êtes quelque part un peu d'accord, à moins que vous disiez le contraire. Non, pas que je suis d'accord, mais je suis en train de dire ce que les Africains aujourd'hui disent et ce que le colonisateur dit, parce que le colonisateur, pour lui, en quelque sorte, il a eu à payer, il a eu à réparer, justement. Et donc, si les deux... si le colonisateur estime qu'il a déjà fait sa part, mais que le colonisé ne trouve pas la chose de cette façon, ce qui voudra dire que quelque part, il n'y a pas d'entente. Mais au-delà du fait qu'il n'y a pas d'entente, il faut quand même avancer. Et quand je parlais du discours de Sarkozy, Sarkozy l'avait évoqué également, qu'il faut que l'Afrique cherche à avancer. Et l'avancement aujourd'hui pour l'Afrique, c'est que l'Afrique se pose les vraies questions. Comment est-ce que nous pouvons nous développer? Comment est-ce que nous pouvons continuer la collaboration avec, bien sûr, le colon pour que notre continent aussi soit développé? Je crois que la question aujourd'hui, elle est là. Et c'est la question que... les Africains peut-être ne se posent pas. Nous nous attardons toujours sur le passé. Or, nous vivons aujourd'hui une réalité. Et figurez-vous bien, la plupart de nos réalisations, nous avons toujours l'accompagnement ou encore le soutien, que ce soit technique ou financier, de l'Occident. Et l'Occident peut déjà considérer cela comme une réparation ou encore sa dette qui est en train d'être payée. Ce soutien technique et financier dont vous parlez, il n'est pas gratuit, bien sûr. Et c'est justement ça qui constitue une autre partie de la dette que Gabin évoquait tout à l'heure. Voilà pourquoi, si ils apportent des soutiens financiers, qu'est-ce que nous faisons avec ces soutiens financiers? C'est pourquoi le président du Conseil estime que ce soutien financier devait être considéré pour combler le gap qu'ils ont creusé lors de l'esclavage. Oui, combler le gap, on ne refuse pas. Mais quelle est l'action ou l'impact qui ressort derrière cela? Je crois que la question, elle est là aujourd'hui. Qu'il y ait réparation ou pas, le peu que nous avons aujourd'hui, ou encore le peu que l'Occident ou le colonisateur donne, qu'est-ce que nous en faisons avec? La grande question, elle est là. Aujourd'hui, nous parlons de la dette du Togo qui est estimée à plus de 4 000 milliards. On se pose cette question. Quel est l'impact? Qu'est-ce que cet argent qui a été contracté à l'époque a servi au pays? La grande question, elle est là. Et vous prenez toujours l'exemple du Togo, la dette intérieure, je crois que c'est 4 fois. C'est 4 fois la dette extérieure. Oui, ça fait que le problème de développement se pose. On sait tous que c'est quand il y a l'argent qui circule. Et
pour préciser, quand la dette intérieure est élevée, cela voudra dire que les entrepreneurs locaux ont travaillé et n'ont pas été payés. Donc le Trésor public doit à beaucoup d'entrepreneurs locaux. Ça fait qu'aujourd'hui, l'argent ne circule pas comme on a l'habitude de le dire. Et sur le plan économique, on dira qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'investissement sur le plan qui provient des locaux. Et chaque fois, il y aura toujours des investissements qui viennent de l'extérieur. Et ça constitue une dette de plus pour le pays. Et donc, demander l'annulation de la dette, moi personnellement, j'ai compris l'esprit ou la logique du président du Conseil, mais je ne l'approuve pas. J'estime que le problème de l'Afrique, du Togo en particulier, ne se situe pas sur l'annulation d'une quelconque dette. Il faut plutôt mettre à profit ce que nous avons aujourd'hui et il faut déjà se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que nous avons déjà fait avec les ressources que nous avons eues? Merci beaucoup à vous, puisqu'il n'y a plus assez de temps. Rapidement, que dites-vous des autres aspects abordés par le président du Conseil dans son discours, par exemple implication de l'Afrique au grand niveau de décision dans les institutions financières, réorganisation, restructuration du discours sur l'Afrique afin de redonner confiance aux Africains eux-mêmes en eux-mêmes, une sorte de guérison collective de l'Afrique par rapport à sa mémoire et à son passé pour que l'Africain s'accepte tel qu'il est. Plusieurs aspects ont été abordés. Rapidement, Gavin. On aime faire du coq à l'âne en Afrique. Les véritables problèmes sont pour la plupart du temps oubliés. Pour arriver à ce niveau-là, surtout quand on veut être intégré au grand niveau de prise de décision à l'international, je veux notamment citer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut travailler pour arriver là-bas. La Chine et compagnie n'ont pas croisé les bras pour y arriver. Donc moi, le plus grand problème aujourd'hui en Afrique, c'est un problème de gouvernance et non de dette et autres là. Donc moi, je me dis, quoi qu'il en soit, il va falloir véritablement travailler aujourd'hui, mettre les populations au travail et surtout qu'il y ait une certaine clarté au niveau de la gestion pour que les gens se disent, bon voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être amorcé avant que on ne pense à prendre des postes de décision à l'international. La plupart de ces pays-là, quand tu atteins un certain niveau, tu n'as plus besoin de demander, on t'appelle même de venir. Mais quand les Africains ont choisi d'être dans une sorte de mendicité à chaque moment, on court de gauche à droite, mais quand on nous donne de l'argent aussi, on ne fait rien de bon avec. Moi, je me rappelle très bien avec cette histoire de remise de dette là, avec l'initiative PPTE qui a été savamment conduite par l'ex-premier ministre Gilbert Fossou-Ngbo. Moi, je me suis dit que le Togo allait amorcer quand même une nouvelle ère. Mais malheureusement, moi, j'ai été très déçu parce que déjà, les populations, il y a un problème. Les populations, ils voient des ministres qui peut-être gagnent 3-4 millions par mois, mais qui sont dans des maisons de 100 millions, de 200 millions, qui roulent carrosse, qui s'habillent avec des costumes Prada et autres. Là. Vous êtes sûr que la population ne voit pas ce niveau de vie-là? Et on va me dire que non, c'est avec le salaire de 4 millions, de 3 millions que ces gens-là ont ce train de vie. Donc, à un moment donné, il va falloir que les dirigeants africains se regardent dans la glace. La colonisation que nous vivons aujourd'hui, la traite négrière que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont plus les Blancs qui nous les opposent. C'est beaucoup plus les dirigeants africains qui nous opposent ce genre de traite négrière. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on sache quelle déclaration il faut faire à des sommets. Merci beaucoup. Esaïe Odo, rapidement. Oui, moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de multiplier les conférences pour réclamer sa souveraineté. La souveraineté, personne ne viendra donner cela à l'Afrique. Il faut que l'Afrique travaille pour en arriver là. Nous réclamons notre place au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. On veut plus de pays africains, on veut plus de voir l'Afrique dans l'implication, voir l'Afrique s'impliquer davantage dans les prises de décision au niveau international. Je crois que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ce n'est pas à une rencontre qu'il faut le dire. Il faut tenir des discours. Non, il faut passer à l'action. Il faut commencer
pas travailler véritablement, que l'Afrique cesse tout le temps de quémander. Actuellement, il y a le sommet Russie-Afrique qui est en train d'être préparé. Tous les dirigeants africains iront à ce sommet pour justement demander encore de l'argent. Nous prenons la COP. Les Africains se plaignent du fait que les Occidentaux ne leur donnent pas de l'argent. Et donc, chaque fois, on est là à se plaindre de quelque chose, alors que nous ne posons pas les actes qui vont obliger les autres à nous respecter ou à nous céder des places. Mais merci beaucoup à vous, Esaïe. Malheureusement, le temps est pratiquement épuisé. Gabin Adjao, vos derniers mots rapidement, vos mots de fin. Dernier mot, nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Soyons prudents et surtout vérifions ce que nous consommons. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, docteur. Esaïe Edo, vos mots de fin. Oui, je vais également appeler à la prudence, surtout en circulation en ces périodes de fin d'année. Après la fête, il y a toujours une vie, donc soyons prudents. Merci beaucoup. Esaïe Edo, vous êtes journaliste de Focus Info. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Mognon, à Joe à la réalisation, à Richard Amedessou à la diffusion. Merci également à Rebecca Bessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.